Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content de vous retrouver en ce lundi, comme tous les lundis, pour débriefer un gros week-end de foot européen, la claque de City contre Chelsea, l'autre Manchester, prêt pour demain, Atlético Real, bien sûr, Dortmund-Hoffenheim, ensuite, et Milan, de plus en plus grand. On parle de tout ça dans l'œil du Willow. Et on commence bien sûr avec cette démonstration de force à l'Etihad, en atomisant Chelsea 6-0. Les Citizens de Guardiola n'ont fait qu'une bouchée du Sarri Bowl et avec un match d'avance virent en tête de la Première Ligue. Agüero a encore frappé. Alors en théorie, ce match avait les ingrédients nécessaires pour être serré. C'était quand même le champion d'Angleterre 2017 qui affronte le tenant du titre, Sarri contre Guardiola, des Blues sur le rebond après une période un peu grise. On rappelle qu'ils sortaient d'une victoire 5-0 contre Huddersfield, qui venait d'enregistrer l'arrivée de leur 9 tant attendu. On rappelle aussi que, il y a quelques mois, à Stamford Bridge, Chelsea avait été la première équipe à faire tomber City. Il y avait de quoi croire au suspense, mais ça n'a pas duré. Le week-end dernier contre Arsenal, Agüero avait ouvert la marque au bout de 46 secondes. 4 jours plus tôt à St James Park, il lui en avait fallu que 24. Hier, c'est Sterling qui a sonné le clairon, et 3 minutes après le coup d'envoi, Chelsea retrouvait à nouveau le rond central. Et puis après, sans vous faire un résumé exhaustif de la rencontre, ça s'est emballé, avec un festival de contradictions d'Agüero, un but raté tout fait, une fusée téléguidée bien plus improbable, et un doublé quelques minutes plus tard. Quand Gundogan inscrit le 4ème but de la rencontre, on joue depuis 25 minutes, et l'après-midi s'annonce très longue pour Sarri. Alors on connaît la suite, ça finit 6-0, et Agüero s'offre un nouveau triplé, mais qu'est-ce qu'on peut en dire ? La première chose, c'est que Guardiola n'a pas innové, et c'est presque surprenant. Depuis sa première prise de poste au Barça en 2008, la réputation de Guardiola, c'est bien sûr des principes stables, que ce soit le pressing haut, la sortie de balle au sol, le redoublement de passe, la recherche du troisième homme, tout ça ok, mais c'est aussi ces fameux plans de jeu très spécifiques dans certains gros matchs, ces moments d'improvisation, comme le placement de Messi en faux neuf contre le Real il y a 10 ans, Ribéry et Müller sur le banc face à l'Atlético en 2016, même le week-end dernier contre Arsenal, avec une charnière centrale Otamendi, Fernandinho en phase défensive. Si Guardiola a un code de conduite et une philosophie propre, qu'il est un vrai entraîneur-professeur, il est aussi, au fond de son cœur, un simple analyste de l'opposition, et il adore triturer sa tactique contre les gros. Mais donc hier finalement, pas grand chose à signaler de ce point de vue-là. City a sorti un template par défaut, son 4-3-3 classique, à une pointe basse avec les ailiers en faux pied, Sterling et Bernardo Silva, et une animation tout aussi standard. Comme souligné par Raphaël Cosmidis dans ce superbe papier tactique rédigé pour l'équipe, les offensives de City sont parfaitement calibrées pour trouver les micro-espaces et les mini-intervalles dans les 30 derniers mètres, avec comme objectif, la plupart du temps, de finir sur ces fameux centres en retrait à ras de terre, en direction du second poteau. C'est la marque City. Des combinaisons qu'on imagine parfaitement sur un tableau noir ou une Ardos Velleda, et qui se sont matérialisées un nombre incalculable de fois hier après-midi. Je dirais que si certaines équipes sont très fortes en transition, et si d'autres construisent leur succès dans leur exploitation du contre-pressing par exemple, et le City de Guardiola c'est vraiment le champion du monde face au bloc bas. Voilà, c'est des serruriers fissureurs qui cherchent la micro-fracture et qui se régalent dans la surface contre une défense peu concernée et rapidement démoralisée. Ça tourne logiquement à la correctionnelle. Quelques derniers points enfin pour conclure sur cette rencontre. Si City a battu Chelsea, c'est aussi grâce à un Agüero au sommet de son art en ce moment. Et avec 2 triplés en une semaine, il est à la fois en tête de sa course contre l'histoire, désormais meilleur buteur all-time pour Manchester City en première division, et co-détenteur du record du nombre de coups du chapeau en première ligue, 11 comme Shearer, mais il néglige pas non plus le présent, et avec 500 minutes de moins, il rejoint Mohamed Salah tout en haut du classement des buteurs de cette saison. Ça nous offre d'ailleurs une belle transition pour parler course au titre. Liverpool a un match de retard, certes, mais son avance de décembre a totalement fondu, et une victoire 6-0 a d'autres conséquences positives. Au niveau du goal average, les Citizens prennent une avance non négligeable, et c'est un tiebreaker qui pourrait s'avérer décisif, comme en 2012. Alors personnellement, je pense que les Reds ont encore pas mal sous la semelle, mais jouent avec bien plus de pression. Et c'est celle d'un trophée qui se fait attendre depuis 29 saisons maintenant, et que les supporters réclament avec une véhémence inégalée. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir des nerfs d'acier pour aller au bout. Enfin, juste un petit mot sur Chelsea. Après un début de saison en trombe, ça faiblit significativement depuis quelques mois, et il y a des raisons d'être inquiet. Déjà, je dirais qu'à l'inverse d'Arsenal, par exemple, Chelsea a bien plus de ressources et de talents individuels
donc l'excuse de la reconstruction me paraît beaucoup moins recevable. Ensuite, on lit dans l'attitude corporelle des joueurs une désinvolture, un découragement, une vraie faiblesse mentale qui a rien de très positif, à l'image de David Luiz, souvent frustré par les consignes de Jorginho, ou même d'Hazard, qui se projette déjà sûrement sur la suite des événements, peut-être au Real. Enfin, j'ai l'impression que les heures de Sarri sont comptées. Alors on connaît la gestion assez impulsive d'Abramovich, et selon Sarri, le contact est totalement rompu entre les deux, ils se parlent pas. Changer de coach aujourd'hui, alors que t'as fait venir un mec qui est censé mettre en place une identité et tout un style de jeu, ce serait vraiment un court-termisme footballistique des plus vilains. Ailleurs en première ligue, les gros maintiennent la cadence, Arsenal s'offre un succès mérité à Huddersfield 2-1, Liverpool ne fait pas de détails contre Bournemouth 3-0, même score pour United à Fulham, dans un succès estampillé bleu-blanc-rouge, Tottenham enfin fait le boulot contre Leicester 3-1, et alors que l'infirmerie se remplit, les Spurs restent au contact du duo tête tout en distançant nettement ses voisins londoniens. Manchester United profite du revers des Blues pour compléter un quatuor impensable il y a 2 mois. Bon alors forcément un mot pour United, alors que Mourinho avait déclaré il y a quelques temps qu'il faudrait un miracle pour accrocher le top 4, et Solskjaer a redressé la barre en moins de 7 semaines, c'est un retournement de situation qui est absolument prodigieux. En 11 rencontres depuis sa prise de fonction, Manchester a concédé qu'un seul nul pour 10 victoires. Et sur la période qui s'étend depuis le 19 décembre, le lendemain du licenciement de Mourinho, United est leader de Premier League, et même assez largement. Pogba est totalement transformé, avec 8 buts et 6 passes décisives sur ses 10 dernières apparitions, et Rashford ou Martial sont redevenus redoutablement tranchants. Alors après, on est quand même loin de la perfection. Sans le match hors norme de De Gea contre Tottenham, ou même avec un peu moins de réussite contre Leicester, United aurait quelques défaites en plus, sûrement, et on peut aussi argumenter que le calendrier a été pour l'instant plutôt favorable. Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle, Brighton, Fulham, c'est une série idéale pour se mettre en confiance, et puis sur cette période, un petit coup d'œil au niveau des expected points révèle un sur-régime notable. Défensivement enfin, la charnière est pas flamboyante, et l'entrejeu manque de coordination, ce qui donne souvent un bloc coupé en deux. Voilà, si vous êtes supporter parisien, promis, il y a donc aussi de quoi se rassurer. De l'autre côté de la Manche, quelques matchs animés en Ligue 1, Montpellier et Monaco se séparent sur un score de parité 2-2, alors que Lille s'offre un succès précieux face à Guingamp 2-0, Amiens s'impose contre Caen sur le plus petit des scores, comme Paris face à Bordeaux, et Nice contre Lyon. La belle opération est pour Rennes, qui se défait de Saint-Etienne 3-0, et pour Marseille, renversant Dijon en seconde période 2-1. Samedi, Angers a fait tomber Strasbourg, alors que Toulouse et Reims se quittent sur un score de parité 1-1. Dans une rencontre forte en émotions et riche en buts, c'est enfin Nîmes qui triomphe de Nantes 4-2. Au classement, la bataille pour l'Europe fait rage. 4 équipes se partagent la 4ème place, mais Montpellier et Saint-Etienne comptent un match de retard. Marseille se replace, comme Nice ou Rennes, tandis que Strasbourg chute. Lille fait le grand écart, avec des Lyonnais décrochés. En Liga maintenant, le choc du week-end se trouvait bien sûr du côté d'un Wanda Metropolitano en fusion, mais rapidement refroidi par le succès de la Maison Blanche 3-1, Séville tenu en échec par Eibar 2-2, comme le Barça à Bilbao 0-0, concède du terrain aux partenaires de Ramos, qui réalisent une très belle opération et s'emparent de la seconde place, à 6 points du leader catalan, et à quelques semaines du Classico, le Real pourrait même se prendre à rêver. Petit détour par l'Allemagne ensuite, où le Bayern s'est aisément défait de Schalke 3-1, alors que Gladbach a calé sur sa pelouse face à de séduisants berlinois 3-0, mais ce week-end, la plus grosse surprise était du côté de Dortmund. Dans un Signal Iduna Park bouillant, les locaux ont un temps compté 3 buts d'avance avant de s'écrouler dans le dernier quart d'heure. En 12 minutes, Hoffenheim refait son retard, à la faveur notamment d'un doublé de Belfodil, une opération qui profite peu aux hommes de Nagelsmann, mais contrarie ceux de Favre. Dortmund cède du terrain au Bayern, qui n'est plus qu'à 5 points. En Italie maintenant, la Juve a triomphé franchement de Sassuolo, et Can a conclu une œuvre collectivement superbe. Naples et Lazio se sont quittés sur un score nul et vierge, alors que l'Inter a vaincu Parme grâce à un but de tueur signé Lautaro Martinez. Milan, enfin, fait la part belle à ses recrues. Paqueta et Piontek marquent tous deux contre Cagliari 3-0, alors que la Lazio, l'Atalanta et la Roma ont tous récolté 3 points. La bataille pour l'Europe fait rage. Au Portugal, Benfica a vaporisé le Nacional 10-0, et les Lisboètes profitent du faux pas de Porto pour mettre la pression sur les tenants du titre. Aux Pays-Bas, enfin, l'Ajax, pourtant au complet, ne s'est pas rassuré avant d'affronter le Real. Défait 1-0 à Héraclès, les hommes d'Erik Ten Hag voient le PSV prendre ses distances. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de l'œil de Loup, et j'espère qu'il vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu qui m'aide énormément, comme vous le savez. Et de notre côté, on se retrouve très vite, mercredi matin, pour débriefer Manchester PSG. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit donc à bientôt. Bisous.